Donc depuis à peu près 25 ans, l'enseignement de l'histoire de la Guyane est obligatoire dans les établissements scolaires. Cet enseignement est inscrit dans les instructions officielles. Il fait partie de ce qu'on appelle le BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale. Et cet enseignement nous paraît indispensable à la formation des jeunes Guyanais dans une société qui est démographiquement dynamique pour enraciner les uns et les autres dans une histoire commune, souffle malgré tout d'un certain nombre de difficultés. Il nous est alors apparu, il y a une dizaine d'années, qu'un concours concernant les jeunes du primaire jusqu'à l'université pourrait à la fois susciter l'intérêt des élèves pour les questions liées à l'histoire de la Guyane, leur permettre d'approfondir leurs connaissances, mais aiderait aussi à l'enracinement des élèves et contribuerait à l'émergence d'une mémoire commune, productrice d'un lien social indispensable à toute société. Comme monsieur le vice-président de la Culture vous le disait, il y a en général entre 1500 et 2000 candidats par année, soit aujourd'hui à peu près 12 000 candidats depuis 2013 qui ont participé à ce concours. Bien, alors pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thématique ? Le métal jaune, autrement dit l'or, est indissociable de l'histoire de la Guyane. Autrefois, sa présence était valorisée et valorisante dans la société guyanaise. Aujourd'hui, elle est synonyme d'insécurité, de pillage et de disparition d'un savoir-faire, celui de ses bijoutiers, et d'une idée de l'élégance basée sur le port de ces mêmes bijoux. La découverte de l'or en 1855 ouvre une séquence historique inattendue dans le processus historique guyanais. Précédemment une colonie agricole, la Guyane devient une colonie aurifère, où le placère se superpose à l'abbati qui lui-même avait détrôné l'habitation. La société pigmentocratique, c'est-à-dire une société organisée selon la couleur de la peau, donc cette société pigmentocratique constitutive du système esclavagiste se défait progressivement au profit d'une fluidité sociale facilitée par les différentes activités liées à l'économie aurifère. Les chercheurs d'or vont faire reculer la frontière intérieure de la Guyane. À ce titre, ils sont les acteurs du premier désenclavement de ce territoire. Avec la découverte de l'or, la Guyane rentre dans une double modernité. Une modernité économique, avec une exploitation aurifère qui s'industrialise grâce à la machine à vapeur, le canot à moteur et même un début de voie ferrée. Une modernité anthropologique, l'entre-soi créole prégnant sur le littoral va se dilater par l'inclusion de nouvelles composantes humaines, porteuses d'identités culturelles à la fois proches et différentes. Colonie française depuis 1676, la Guyane va se réinscrire dans son américanité. Les rushs des aurifères guyanais sont concomitants avec ceux du continent américain. 1848 en Californie, 1854 au Pará, au Brésil, 1896 au Klondike, au Canada, 1899 en Alaska. Comme dans l'ensemble du continent américain, à partir de la décennie 1880, la Guyane enregistre une accélération des flux migratoires en provenance d'autres continents. La découverte de l'or et son exploitation à partir des années 1860 marquent bien une rupture à partir de laquelle la Guyane confirme sa singularité qui la différencie des Antilles auxquelles elle est mécaniquement associée. Je reviendrai plus tard sur les remerciements. Cet ouvrage se compose de 3 parties, les cycles de l'or, l'épopée des chercheurs d'or, l'impact de l'exploitation aurifère sur la Guyane. Il fait 200 pages, il se compose de 500 documents, donc vous pensez bien que nous allons vous en présenter à peine une petite cinquantaine et ne présenter que quelques aspects de cet ouvrage, en commençant par les cycles de l'or. Nous les avons étudiés avec le mythe, l'Eldorado, le premier cycle de l'orpaillage, le déclin et un second cycle de l'or. Alors, vous avez ici le procès-verbal qui fait part de la réception de flacons contenant 258 grammes d'or et 6 caisses de terre aurifère expédiées d'Aproague par M. Quick, commissaire commandant d'Alaproague. Ce document officiel marque, si vous voulez, comme l'a dit Lydie,
l'entrée officielle de la Guyane dans ce vaste mouvement, dans cette phase américaine du cycle de l'or. Après la Californie, avant l'Alaska et juste après le Brésil, la Guyane va rentrer dans ce cycle de l'or. Alors, plusieurs phénomènes concourent au développement du cycle de l'or. Le développement de l'industrie en Europe, qui provoque un besoin de numéraire qui s'effectue dans un seul étalon, l'or. L'âge industriel avec l'acier, la vapeur, qui développe les moyens techniques de se déplacer, de transporter et d'extraire l'or. C'est la conjonction de ces différents éléments qui vont créer les conditions de ces ruées aurifères dans lesquelles la Guyane prend toute sa place. Ensuite, nous avons un second document qui est d'ailleurs très étonnant, c'est la publication officielle de l'itinéraire qui a permis à Couy de découvrir l'or. On peut y voir la volonté des autorités de favoriser justement cette exploitation aurifère. Donc, les acteurs de cette découverte, c'est Joseph Paulin, un Amérindien brésilien, ancien mineur d'Ouro Preto dans le Minas Gerais, qui sera au service de Félix Couy, commissaire commandant du quartier de la Proague, et qui va trouver une pépite d'or dans la crique Aikupai, un affluent de la Proague. C'est donc lui qui va initier le processus d'exploitation du premier gisement. Alors, dans cet itinéraire, on va voir justement que les premières prospections vont avoir lieu en août 1855, depuis la ville relais de Guisambourg, jusqu'au crique du Haut-à-Proague, sur le saut Torépé, au saut Machicourt, avec une équipe de 25 hommes. Les recherches sur la crique Ipoussin, entre le saut Athanase et Aikupai, et sur le versant de la montagne impératrice, au pied duquel l'expédition installe son campement. C'est de là que cette expédition va être couronnée de succès. Ainsi, en 30 ans, les prospections vont se développer d'est en ouest le long des différents fleuves pénétrant l'intérieur du territoire. C'est ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'exploitation aurifère en Guyane. Alors, sur le premier document, c'est une carte minière de la Guyane française en 1902 de David Leva. Alors, il est intéressant de voir que ce qui accompagne cette exploitation aurifère, c'est l'arrivée de nombreux ingénieurs. Alors, Leva en est un, mais on en a d'autres, comme Dangoise, Potreau, Brousseau, Bassière, et pour l'époque contemporaine, Pétot. Alors, on a aussi le développement d'une cartographie de l'intérieur de la Guyane qui suit ces exploitations aurifères et qui vont enrichir la documentation. Le deuxième document, qui est une chromolithographie, une publicité en gros de l'époque, pour les chocolats Suchard, montre une autre représentation qui va s'établir de la Guyane, c'est-à-dire que la représentation de la Guyane, c'est celle d'un Eldorado possible, en tout cas pour la métropole. Alors donc sur cette carte, on voit que finalement, ces gisements aurifères vont d'abord débuter à proximité des fleuves et des rivières, facilement navigables, et qui vont ensuite être exploités pendant une vingtaine d'années. Et petit à petit, les recherches vont s'étendre sur les zones les plus enclavées en remontant les criques et en pénétrant dans les grands bois. Donc, après la Proague, ce sera en 1862 la rivière Kourou avec les frères Isnard qui vont être développés, et ensuite les frères Vitalo. En 1865, ce sera le Sinnamary, avec notamment Théophile Vitalo, qui va mettre en place le placère de Saint-Élie et qui va être à l'origine de sa fortune, et qui va mettre en place une société, il va s'associer avec Fidélie Cléobi. Ensuite, entre 1873 et 1875, les exploitations vont se propager sur le bassin de la Mana et ses principaux affluents, avec les placères Patroto, justement, de Fidélie Cléobi. En 1875, il y a à peu près 12 placères entre la Mana et le Maroni. Cette extension des placères et de l'activité aurifère va intéresser les territoires contestés. Ce qu'on appelle les territoires contestés, c'est cette zone frontalière qui est encore floue puisqu'elle n'est pas fixée entre la France et la Hollande, la Guyane française et la Hollande, et le Brésil et la Guyane française. Ainsi, entre le Lawa et le Tapanaoni, Théophile Vitalo, lui encore, va découvrir un filon d'or. Et très vite, on va voir débarquer 5000 chercheurs d'or. En 1893, un ancien engagé africain, Clément Tamba,
part prospecter dans le contesté franco-brésilien entre l'Oyapock et l'Araguari. Et lui aussi, ces découvertes vont entraîner l'arrivée de nombreux chercheurs d'or. Ainsi, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'exploitation aurifère va connaître son âge d'or. Et l'historien Serge Namlangfouk considère que l'année 1908 en est l'apogée, avec une production de 4,5 tonnes. Face à ce développement de l'activité aurifère, les autorités vont essayer d'encadrer cette exploitation. Et pour cela, il faut identifier les gisements, les délimiter. Donner un titre légal, pour cela, il faut des concessions. C'est la concession qui est le titre légal de l'exploitation. Vous avez ici donc le plan d'un terrain aurifère, le premier document, oui, de 1900 hectares, situé dans la commune de Mana. Et ce qui est intéressant, c'est la superficie de ces terrains. Le deuxième document, c'est là aussi, là on est sur le Carseven, c'est-à-dire la zone contestée à l'est de la Guyane. Le propriétaire, c'est M. Sané Nougon, un ancêtre de la famille Prévost. On va donc avoir une multiplication et si vous voulez, une délimitation de ces concessions. La loi de 1881 permet au gouverneur d'octroyer des permis de recherche et d'exploitation renouvelables à vie, mais pour ça, il faut adresser une demande au gouverneur accompagnée d'un plan établi par un arpenteur et payer une somme. Cette loi, pourtant, suscite de nombreuses critiques parce que l'administration a du mal à contrôler les plans et qu'on va avoir l'installation de beaucoup de chercheurs d'or illégaux qui, en ce temps-là, s'appellent les maraudeurs. Pourtant, les autorités tentent d'installer des postes de douane à partir du début du siècle, en 1906, notamment dans l'intérieur et sur la Mana. Ainsi, les propriétaires exploitants doivent finalement transiger avec l'existence de ces nombreux maraudeurs, c'est-à-dire de chercheurs d'or illégaux, et ils vont utiliser la méthode de la bricole, c'est-à-dire c'est une pratique qui va se généraliser à partir de 1904, qui permet à des petits groupes de maraudeurs sans permis d'exploiter les gisements légaux en donnant une redevance et en revendant l'or et en s'approvisionnant auprès du propriétaire du titre. C'est donc dans un contexte particulier qu'intervient la découverte de l'or. La colonie, au lendemain de 1848, doit faire face à l'abandon des grands domaines agricoles, des habitations, par les anciens esclaves, et doit faire face au manque de main-d'œuvre. Ainsi, toute relance de cette production agricole devient illusoire. L'or va très vite apparaître comme un moyen inespéré de financer la restauration de l'économie de plantation. En plus, la mise en place d'outils comme la Banque de Guyane, qui est créée au lendemain de 1848 et qui est transformée en banque de prêts et d'escompte, qui va recueillir par achat au dépôt de l'or, va permettre la constitution de sociétés par action. Alors le premier exemple, c'est la société de la Guyane française, de la PROAG, mais on voit bien que c'est une société, on parle bien de compagnie aurifère et agricole. On voit bien cette volonté de relancer la production agricole par l'or. Et ici, il est question de mettre en place le projet agricole s'articule autour de l'habitation jamaïque qui devait produire de la canne à sucre et du café. La plupart des actions sont détenues par les anciens habitants, mais très vite, à la fois le projet agricole échoue et la plupart des anciens habitants n'ont pas les moyens financiers d'assurer la capitalisation de cette société. Et très vite, on va voir apparaître des investisseurs, notamment des négociants. Donc l'ampleur prise par l'exploitation aurifère fait passer les ambitions agricoles au second plan. Et en une trentaine d'années, l'or va devenir la principale production et participe, comme l'a dit Lydie, à la mutation de l'économie guyanaise. Cette mutation de l'économie va se traduire aussi par une mutation sociologique, puisque c'est le début de l'effacement des blancs créoles, c'est-à-dire des grands propriétaires.
au profit de nouveaux métropolitains négociants, de familles d'affranchis, de mulâtres, et d'immigrants ou de descendants d'immigrants. Et c'est à ce groupe-là qu'on va désormais attribuer le terme créole. Alors que la production annuelle dépassait souvent les 4 tonnes à la fin du XIXe siècle et lors de la première décennie du XXe siècle, dans les années 1930, elle atteint tout juste la tonne. C'est durant cette période, la Première Guerre mondiale et la suite consacrent la fin de l'âge d'or dans les années après la Première Guerre mondiale et dans les années 20. Dans cette diapositive, vous avez ici un article « L'or que l'on dédaigne » qui a été publié à Paris lors de la Première Guerre mondiale et qui montre le rôle qu'a pu jouer la Première Guerre mondiale, justement en empêchant, en mobilisant les hommes, elle a accentué le problème de la main-d'œuvre. La Seconde Guerre mondiale, elle va accélérer ce déclin en isolant la Guyane et en engendrant d'importantes pénuries en matériaux, carburant, mercure, limitant drastiquement tout développement de la mécanisation. Alors, le document suivant est extrait d'un article de Pétot, qui fait partie de ces ingénieurs et qui va publier une histoire de la Guyane, mais dans la période contemporaine. Alors, lui va insister sur... il pense que ce n'est pas seulement les 2 guerres mondiales, mais que ce déclin n'est pas conjoncturel. Il avait été amorcé bien avant. Il met en cause le manque d'optimisation de la production qui ne tire pas de bénéfices réels de la mécanisation. Il faudra ensuite attendre la fin des années 90 pour avoir un second cycle de l'or. C'est un petit peu ce qu'on a retracé dans ce graphique. Ce second cycle de l'or, il va se traduire par une intensification de l'activité dans les années 90. On assiste à une envolée des titres miniers et surtout une augmentation de la production. Elle se traduit surtout par un tournant avec la ruée de Brésiliens sur l'Oyapock qui vont largement utiliser les techniques du lance-motoring dans les années 90. C'est la multiplication de ces sites illégaux de garimperos qui deviennent hégémoniques dans l'intérieur de la Guyane dans la décennie 90. Depuis les années 2000, l'activité des orpailleurs glisse de l'est vers l'ouest jusqu'au Maroni. Alors, vous avez le mot, par exemple, ici on parle du paradoxe guyanais parce qu'à la fois on voit une croissance de cet orpaillage illégal, mais à côté de ça, la production légale, si elle augmente, elle reste relativement stable. Elle est concentrée dans de grandes compagnies. Donc on assiste à une concentration de cette production qui d'ailleurs utilise les mêmes sites, enfin les mêmes zones géographiques d'exploitation aurifère. Par contre, à la différence du premier cycle de l'or, cette exploitation va intéresser d'abord ça va être une exploitation de la roche primaire et pas alluvionnaire comme dans le cas. Alors, c'est une carte qui est extraite de l'ouvrage de François-Michel Le Tourneau. C'est un géographe, mais qui s'est beaucoup intéressé et qui a beaucoup produit sur l'orpaillage aujourd'hui. Dans la deuxième partie, nous avons cherché à faire revivre les chercheurs d'or d'hier et d'aujourd'hui. L'épopée des chercheurs d'or va se décliner en allant à comment va-t-on placère, comment travaille-t-on sur un placère, comment vit-on sur un placère, comment travaille-t-on sur un placère. Alors, à partir de 1860, ce sont d'abord les Guyanais du littoral qui sont les acteurs de cette première ruée vers l'or. C'est le deuxième abandon des habitations depuis 1848 qui entérinera la ruine définitive des grands propriétaires. Qui sont ces personnes ? Des ouvriers agricoles, des petits artisans qui espèrent bien faire fortune. Et ces personnes sont toutes dépourvues de la moindre expérience professionnelle dans l'exploitation aurifère. Munies d'outils rudimentaires, facilement transportables, la pelle, la pioche, la battée,
Elle se lance à l'assaut des bassins fluviaux de la Prouague, de la Sinnamary et de la Mana. Mais elle leur attire toutes les catégories sociales, les classes populaires, celles que je viens d'évoquer, mais également des hommes d'affaires, des industriels, des ingénieurs. Alors, par exemple, un scientifique comme le docteur Gabriel Devez, l'industriel Théodore Séide, Léonce Melchior, Alfred Micheli, Fidélie Cléobi, les frères Isnard et Léonard d'Orlin. Ce sont des noms que nous connaissons, en tout cas qui sont restés pour certains dans la mémoire collective guyanaise. Vers 1880, on estime à 3 000 à 4 000 personnes à avoir quitté les bourgs du littoral sur une population totale en Guyane de 28 000. Le roman Antipa d'Alfred Paripou est une belle illustration de ce mouvement. À leur côté, à côté de ces Guyanais du littoral, une modeste présence de chercheurs d'or provenant du Suriname et du Brésil, ainsi que les immigrants africains et indiens recrutés au départ pour l'agriculture et qui sont détournés de l'objectif principal et qui sont envoyés sur les placers. À partir de 1880, alors qu'arrivent les immigrés antillais, les Guyanais délaissent l'orpaillage proprement dit, plus à même de disposer de petits capital. Ils se lancent dans des activités plus lucratives, le colportage, la sous-traitance comme revendeur auprès des négociants de la place. Alors, ici, nous avons quelques documents qui nous montrent, qui nous rappellent quelques réussites. Alors, le premier document, c'est le chiffre de Théophile Vitalo. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le chiffre, ce sont ses initiales, TV, qui sont donc sur le balcon de la maison Vitalo, je vous rappelle, qui est à l'angle de la rue François Arago et la rue du docteur Barra. Alors, c'est une maison qui était dotée d'un jardin avec une fontaine. Le sol était pavé de dalles importées de France et elle fut la première maison de Cayenne à recevoir l'eau potable captée au Cépiro. Alors, ici, document là, celui-là, vous avez la tombe au cimetière de Cayenne de Madame Vitalo. Bon, le monument vous donne une idée, bien évidemment, des moyens financiers de Vitalo. Et il a également été propriétaire. Vous avez ici un plan de la ville de Cayenne. Vitalo a beaucoup investi dans l'immobilier. Il était propriétaire de 17 maisons, dont 9 à Cayenne. Et le bâtiment, on va dire le plus emblématique, celui que nous connaissons, il a été propriétaire du bâtiment qui est aujourd'hui la Chambre de commerce sur la place des Palmis. Alors, le document du milieu, il nous montre l'inventaire après décès de Madame d'Orlin. Et donc, on a la description de tous les bijoux qu'elle possédait. Autre réussite, Clément Tamba, on a dit un engagé qui va lui faire fortune sur le Carswen, et Sané Mougon sont des immigrés qui vont s'élever dans la société. Alors, un nom que j'avais cité tout à l'heure, Théodore Séide, qui est propriétaire de plusieurs placers. Alors, ses moyens lui permettent de faire l'acquisition de bateaux. Il possède une blanchisserie dans Cayenne et il est le propriétaire de l'emplacement de ce que nous connaissons sous le nom de la Galerie des Trois Fontaines. Alors, les femmes aussi participent donc à cette aventure de l'or. Alors, d'abord dans des métiers, on va dire, plus classiquement féminins, comme blanchisseuse ou colporteuse. Certaines, néanmoins, vont se lancer dans le travail d'orpaillage, surtout dans la population immigrée. Alors, nous avons un exemple ici avec le témoignage de Man Yufita, qui est originaire de Sainte-Lucie. Elle travaille à son compte, elle refuse de s'associer avec un homme et elle explique que quand elle a fini le travail de l'or, elle fait cuire son pain, elle récolte son abatis, sur son abatis, du maïs, du manioc, elle revend également des ignames. L'or gagné, elle le change en numéraire pour l'expédier à Sainte-Lucie, où sont restés ses enfants avec sa mère. Elle nous raconte également l'existence sur le Maroni du village femme.
village réservé uniquement aux femmes, des Sainte-Luciennes, des Cayennaises, des Martiniquaises, les hommes étant indésirables dans ce village. Là encore, Manjufita pioche des blés, des bourbes et fait son jardin. Alors, on note des femmes autonomes à la mobilité professionnelle spectaculaire, puisqu'elles peuvent être colporteuses, cuisinières, boulangères, blanchisseuses, éleveuses de bœufs, prostituées et bien évidemment chercheurs d'or. Une femme va se distinguer pendant cette période, elle s'appelle Rose Latidine. Elle est née à Roura de parents esclaves. Elle sait lire et écrire, on possède sa signature. Elle appartient à la catégorie des cabaretières propriétaires. Elle fonde une première société en 1893 sur le Maroni. Elle finance diverses sociétés. Elle possède elle aussi à Cayenne une maison à 2 étages avec une prise d'eau directe du Rorota, avec bien évidemment un jardin avec pluie et écurie. Elle est également gestionnaire. Alors elle, c'est vraiment une femme d'affaires. Elle est gestionnaire de biens de chercheurs. Elle est administratrice d'un placer à Sinamare. Cet album que vous avez sous les yeux rassemble les photos des demandeurs d'autorisation pour se rendre sur les concessions. Il ou elle, puisqu'il y a des hommes comme des femmes, dans la décennie 1880, ils arrivent en masse. Ce sont des immigrants en provenance des Antilles britanniques, Sainte-Lucie, Barbade, la Dominique, mais également françaises, Martinique et Guadeloupe. 50% des effectifs de cette immigration viennent de Sainte-Lucie et de la Dominique. En 1890, on évalue leur nombre de 6 000 à 10 000 personnes. Alors, pourquoi viennent-ils? Libérés de l'esclavage, ils ont vite compris qu'ils ne pourraient accéder à la propriété foncière. Venir en Guyane est l'opportunité pour eux de constituer ce capital indispensable pour acquérir une parcelle de terre. La crise sucrière des dernières années du 19e siècle va amplifier le mouvement. Alors, chez ces immigrants, les hommes sont majoritaires, les femmes devant avoir l'autorisation de leur mari pour obtenir un permis minier. Mais pourtant, à partir de 1883, elles vont représenter 50% de l'effectif total et à 91%, elles sont âgées de 25 à 45 ans. Jusqu'au début des années 1920, la Guyane compte près de 10 000 travailleurs de l'or, soit un quart de sa population. Aujourd'hui, les orpailleurs légaux et illégaux sont majoritairement brésiliens. Ils disposent d'une expertise de la vie en forêt et d'une compétence particulière qui s'appelle la rusticité, c'est-à-dire la capacité à vivre d'une manière frugale sans trop souffrir. Ils proviennent à 59% de l'État du Maranhão, l'État le plus pauvre et le plus rural du Brésil. L'autre moitié vient du Pará, où il y a une tradition ancienne d'orpaillage, et de l'Amapá. Sur les chantiers, on trouve également des Surinamiens et des Cubains. Quant aux Bushinengue, ils pratiquent toujours le transport des marchandises, particulièrement sur le Maroni et sur les criques qui ne sont pas barrées par les autorités militaires françaises. On a vu qui sont les acteurs, alors maintenant, on va aux placers. Avant de monter sur les placers, il faut arriver en Guyane. Les immigrants antillais arrivent par les voiliers Long-Courrier qui desservaient les Antilles françaises, anglaises, Trinidad, la Guyane hollandaise, donc l'actuel Suriname, et la Guyane anglaise, l'actuelle Guyana. Les Guyanais du littoral, eux, ils rallient Saint-Laurent par voie maritime, caboteurs à voile ou caboteurs à vapeur. Une fois effectuées les formalités administratives pour l'inscription comme résident et pour l'enregistrement sur le registre d'immatriculation des étrangers, eh bien, il faut monter dans les bois, comme on disait. Dans la région de la Proague et de la Comté, accéder au gisement n'était pas trop compliqué. Il n'en était pas de même pour les sites éloignés, 200 à 300 km du littoral. Tous ces déplacements associaient la marche au fur et à mesure du tracé des layons, remonter les fleuves à la pagaie, franchir les seaux dont certains nécessitaient le déchargement des marchandises et leur transport, ainsi que celui du canot à dos d'homme. D'où le recours au Saramacca. En 1884,
ils obtiennent du gouverneur le monopole du transport et de l'approvisionnement des placers sur la Mana, la Sinamari, la Proag et l'Oyapock. En 1892, une autre convention est signée et là, ils obtiennent l'exclusivité de la circulation sur les fleuves, la garantie de la liberté de travail et le droit à l'exploitation forestière. La fonction de transporteur est dévolue aux Boni sur le Maroni, le Lawa et l'Inini, et les Djuka sont sur le Tapanaoni. Cette contribution à l'ouverture de la Guyane, et l'expression est celle des Saramaka, est jusqu'à aujourd'hui restée présente dans leur mémoire collective. Aller au placer, il fallait 16 jours de canotage pour arriver au placer de la moyenne Mana. Or, je rappelle, on a dit canot et à la pagaie. 60 jours pour parvenir à ceux de la haute Mana, et en saison sèche, ça pouvait durer 3 mois. Les chargements sont colossaux. 600 kilos de matériel, des outils pour le terrassement, pour la construction de charpentes et pour la menuiserie. Il faut y ajouter les vivres, le couac, le riz, le saindoux, les salaisons, le tafia, le tabac et les conserves. À partir de 1880, l'exploitation aurifère se mécanise. Des machines sont commandées aux Pays-Bas, en Écosse et en Belgique, et elles arrivent en pièces détachées, jusqu'à 2300 colis qu'il faut faire monter sur les sites en canot, quelquefois des convois de 180 canots, et bien évidemment à dos d'homme sur les seaux. En 1897, une voie ferrée de 32 km est inaugurée depuis le dégras Saint-Nazaire sur la crique Tigre. C'est en vain que l'ingénieur David Leva réclame lors de sa mission en 1898 la construction d'une voie ferrée financée par les taxes sur l'or. Ce n'est qu'en 1903 que sera expérimenté le premier canot à moteur à pétrole sur la Sinamari, et c'est à partir de 1921 que les embarcations seront équipées de moteurs hors bord. Aujourd'hui, les déplacements sont plus aisés grâce aux véhicules 4x4, aux moteurs surpuissants des pirogues et à l'hélicoptère. Sur les pistes aménagées, il faut 3 heures en automobile, 7 heures en canot, 1 heure en hélicoptère pour arriver sur les sites. Cette circulation plus facile favorise le ravitaillement des produits de première nécessité de manière régulière, ce qui était un problème lors du premier cycle de l'or. Les orpailleurs illégaux en profitent pleinement pour circuler entre leur région d'origine et les chantiers de production. À l'ouest, ils peuvent passer par l'aéroport de Paramaribo, qui est une porte d'entrée avant de rejoindre les régions d'orpaillage. À l'est, ils remontent le fleuve Oyapock et passent par la crique Sikini pour entrer en Guyane. Alors, ils empruntent les routes fluviales, donc sur le Maroni et l'Oyapock, qui passent par Albina et Oyapock, et y compris tous les autres fleuves guyanais, même si certains sont ponctués de checkpoints. Le réseau routier officiel guyanais est également utilisé, comme la RN2 depuis Saint-Georges, de même que les pistes forestières, y compris celles ouvertes par les chantiers légaux. Un maillage serré couvre le territoire guyanais et confirme l'adaptation aux réalités du terrain, aux saisons et à la présence des forces armées. Arrivé sur le remplacement des recherches aurifères, il faut maintenant prospecter puis exploiter. Le tableau de Ross, qui a été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1900 et qui est maintenant au musée Franconi, montre un chantier aurifère. Au fond, on aperçoit du quartz et surtout on aperçoit au premier plan l'exploitation alluvionnaire. 95% de l'or pendant le premier cycle de l'or a été exploité à partir des sables aurifères contenus dans les rivières. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les outils utilisés sont des outils simples. D'abord, une pioche, des pelles, pour construire un long tome. Et là, il s'agit en réalité d'un sluice, des caissons de bois coupés régulièrement par des tasseaux pour retenir l'eau, sont reliés à une crique. Ils sont régulièrement, là on le voit, remplis par des ouvriers de sable aurifère. Et c'est le courant de l'eau la gravimétrie qui va détacher les pierres les plus importantes du reste. Tout à fait en bas à gauche, là.
vous avez quelqu'un qui, avec une bâtée, est en train de mesurer la teneur en or. La bâtée est venue du Brésil, du Venezuela, et elle est introduite en Guyane par ce qu'on appelle les Californiens, les 48A. Elle est d'abord fabriquée en bois, et puis ensuite, elle est achetée dans les magasins en métal. Ces outils rudimentaires vont être rapidement utilisés avant tout par les maraudeurs, et aujourd'hui, ils ne sont utilisés que pour la prospection. Le sluice est régulièrement déplacé. Ces caissons de bois sont déplacés le long de la crique, qui permet de remonter les criques régulièrement. Mais l'utilisation de ces techniques, long tom, sluice, ne va pas permettre une prospection intéressante, c'est-à-dire que là, on considère que la moitié simplement de l'or qui se trouve dans ces alluvions va être récoltée par ce système. Les zones les plus éloignées des talwags seront difficilement exploitées. 20 ans après les premières découvertes de l'or alluvionnaire, la mécanisation va commencer avec l'exploitation de quelques gîtes filoniens, c'est-à-dire les mines. Les deux frères Paul et Ernest Isnard, dans les années 1880, se lancent dans l'exploitation industrielle sur les filons Rocher et Madame à Adieuva. C'est marqué Saint-Élie, mais c'est en réalité Adieuva. La société Saint-Élie se tourne vers une exploitation de concassage. Au centre, vous voyez le creusement de la mine, qui va être relié par une voie ferrée. Les puits vont atteindre à peu près 116 mètres de profondeur. Vous apercevez à droite le concassage par les brocars, les machines importées des États-Unis, le concassage des roches, qui sera ensuite en bas, à gauche, qui sera ensuite nettoyé, filtré dans, là à nouveau, les long-tom ou les sluices. On aperçoit l'aspect artisanal avec en haut l'aspect du village et en bas à droite les moyens de transport. Mais en réalité, cette exploitation nécessite une main-d'œuvre importante, une main-d'œuvre ouvrière. Pourtant, l'épuisement du filon et l'effondrement d'une galerie vont précipiter sa fermeture en 1921. La rentabilité était insuffisante et les investisseurs abandonnent leur projet. Il y aura une tentative de reprise en 1937, mais ce sera un échec. À partir des années 1900, l'installation des moteurs à explosion, des centrales gazogènes, des groupes électrogènes va permettre l'utilisation de nouveaux outils comme les pompes, les engins de terrassement, les broyeurs, les lances hydrauliques. Leur usage est simplement freiné par des problèmes d'entretien, par la difficulté d'accès à l'énergie. L'échec de la mécanisation va s'accompagner d'un maintien de techniques traditionnelles qui nécessitent une très importante main-d'œuvre. Dès la fin du XIXe siècle, les productions des grandes ruées vont s'essouffler. Pour atteindre des gisements beaucoup plus prometteurs dans les rivières qui sont peu accessibles, des engins de dragage utilisés dans les travaux de curage des ports et les canaux en Californie en 1870 et en Nouvelle-Zélande en 1880 sont introduits en Guyane. Les machines, comme le disait Mme Choucoutou, sont commandées en Europe, Pays-Bas, Belgique, Écosse. Elles sont commandées sous un aspect spécial pour la Guyane. On souhaite qu'elles soient plus légères, qu'elles soient plus maniables et que surtout, elles posent moins de problèmes d'entretien. C'est à peu près 1800 colis, enfin 2000 colis qui sont envoyés de pièces détachées, qui remontent par des canaux sur les rivières. Il faut à peu près 180 à 200 canaux pour remonter toutes les pièces et remonter ensuite les dragues. Certaines dragues vont remonter les rivières, mais généralement, elles sont réinstallées, reconstruites sur l'emplacement où on veut les travailler. Il se trouve donc que les difficultés de transport, une drague pèse en moyenne 200 tonnes, les difficultés de transport, les difficultés d'entretien vont faire que ces dragues vont être utilisées pendant à peu près une vingtaine d'années. Le géologue Pierre Rostand a vraiment retrouvé une vingtaine de dragues en Guyane dont il a fait l'historique. Vers 1920, ces dragues vont être abandonnées. Aujourd'hui, on assiste à deux techniques différentes d'orpaillage, selon qu'on se trouve sur des sites d'orpaillage légal, ou on verra tout à l'heure de l'orpaillage illégal.
Donc après une longue période de stagnation jusqu'aux années 1970, le cours de l'or va flamber et l'industrie minière va se restructurer. Les techniques d'exploitation vont se moderniser avec la démocratisation du moteur à explosion. Dès le début des années 90, des investisseurs internationaux vont relancer les recherches avec l'aide de techniciens et l'utilisation de cartes géologiques mises à jour. Les pelles mécaniques qu'on aperçoit, les bulldozers, les pompes hydrauliques, les pompes à gravier, les trommelles, les laveries mécaniques, les tables à secousses sont utilisées sur tous les sites légaux. L'extraction se fait toujours par gravitation, c'est-à-dire le poids, en descendant le cours d'eau, et par le mercure qui va être utilisé jusqu'en 2006. À partir de l'entreprise Oplata va avoir, dans les années 1998, je crois, l'autorisation d'exploiter la première usine de cyanuration en Guyane. Empilée sur des socles, soit des socles en plastique ou des socles en béton, avec des tas de 3 mètres de hauteur, les roches concassées sont arrosées pendant 1 mois de solutions cyanurées de sodium, bien entendu sous surveillance constante pour maintenir le pH. Par la suite, l'or est filtré en ajoutant de la poussière de zinc et l'or brut est récupéré puis raffiné en or fin. Les techniques d'exploitation illégale sont très différentes. Il n'y a pas dans les sites d'exploitation illégale de pelles mécaniques, il n'y a pas de bassin de décontation, mais il y a une utilisation massive des lances monitor alimentées par des motopompes projetant les boules directement dans les cours d'eau qui ont une turbidité excessive. Ensuite, c'est le mercure, à raison de 1,3 à 1,5 kg de mercure pour 1 kg d'or, qui va permettre de détacher l'or du reste. On dit que en Guyane, environ 15 tonnes de mercure sont déversées chaque année par les exploitants illégaux. Les exploitants illégaux maintenant se tournent de plus en plus vers l'or primaire, non pas vers l'or alluvionnaire. 156 illégaux ont été repérés par l'état-major de lutte contre l'orpaillage et la pêche illicite. Il s'agit du creusement de galeries horizontales de puits verticaux à section carrée. À côté de ce travail, bien sûr, sur les différents sites, il faut vivre. Alors, les mineurs expérimentent dans des conditions de vie rudes, dans un environnement forestier peu engageant. Alors, ils ne s'installent pas n'importe où. Leur installation répond à des critères précis, la proximité d'un chantier ou d'une crique, une certaine altitude, des pentes topographiques plutôt modérées. Une fois l'emplacement choisi, les chercheurs d'or aménagent le lieu de vie. Alors, obligatoirement, un dégras ou embarcadère qui est édifié pour réceptionner les marchandises et servir de point d'étape vers d'autres directions. Ces lieux de vie autour d'un chantier peuvent regrouper jusqu'à 5 000 à 6 000 personnes et se transformer en village et même bénéficier de la présence d'une succursale d'une maison de commerce de Cayenne. Le plus souvent, alors c'est ce que le document nous montre, la population est plutôt éparpillée en hameaux, quelquefois à 30 km de distance ou à 20 journées de canotage. Dans la région de Saül, le père Didier dénombre environ 80 hameaux, dont le plus populeux étant Saül lui-même avec 40 habitants. L'organisation interne du village est calquée sur les activités. On distingue la zone d'habitation, rassemblant des carbets rudimentaires au toit de tôle ou de feuilles, au sol de terre battue, avec un éclairage au châle déviré. Alors, vous en avez 2 là sur l'estrade, ce sont des lampes à huile. La zone technique avec les entrepôts où sont stockés le matériel et les outils pour l'extraction et la fonte de l'or, la citerne d'eau potable et le four de fabrication du charbon de bois. Les zones de dépotoir pour les déchets et les zones de culture pour pallier les difficultés de ravitaillement. Alors, il faut y penser. Par exemple, le village Saint-Léon est resté 4 mois sans approvisionnement. Donc, il y a des abatis. On cultive du manioc, des bananes, des tubercules, de la canne à sucre. On fait tout ce qu'il faut pour se nourrir. Les produits de la chasse et de la pêche complètent l'ordinaire.
Les colporteurs ou colporteuses ou le magasin du village fournissent le lait concentré, le beurre, le sel, l'huile, les conserves comme le cornet-buff ou la viande de chameau. À noter que toutes les transactions se payent en or. Donc ça, c'est la reconstitution du village, d'un magasin de village à Regina. Ah bon. Alors, maintenant, les conditions sanitaires pour ces orpailleurs. Les conditions sanitaires sont plutôt débilitantes pour ces hommes et ces femmes. La forte prévalence du paludisme, d'autres infections virales, ainsi que la consommation de conserves avariées contribuent à un fort taux de mortalité. Sur place, il n'y a aucun médicament et aucun médecin avant 1930. Les mineurs se soignent donc avec des plantes. Alors on en reconnaît quelques-unes, notamment le fameux Kouachi. Les cimetières, alors, ils sont malades, donc forcément certains meurent. Les cimetières sont situés à proximité des villages, mais néanmoins séparés par un obstacle naturel, et les tombes sont facilement reconnaissables par l'alignement de bouteilles encerclant les tumuli. Dans cet univers brutal et ô combien viril, les liens familiaux sont distendus. Pour le missionnaire qu'est le père Didier, le relâchement moral ne peut que s'imposer et celui-ci doit être fermement combattu. Il sillonne le pays et séjourne sur de nombreux placères pour baptiser les enfants illégitimes, les couples concubins ou les couples adultérins. Il cherche à tout prix à ranimer la foi des chercheurs d'or par l'exercice des sacrements. Il tire une grande satisfaction d'avoir fait construire une vingtaine d'églises ou chapelles, certes sommaires. Il encourage la construction d'écoles pour les enfants dont les frais de scolarité s'élèvent à 10 grammes d'or par mois. Alors, ces conditions rudes, il faut quand même une parenthèse, et c'est le samedi soir. Les mineurs se détendent et font la fête. La consommation d'alcool aide au délassement. Ils jouent au loto, au domino, aux cartes. Dans les casinos, c'est-à-dire c'est l'espace qui fait auberge et salle de bal, on danse au son du tambour, du chacha, de l'accordéon. On danse des biguines, des polkas et du caseco. Le musicien Moïse Chary, très apprécié à Cayenne pour ses bals et ses vidées, anime avec sa clientèle des bals très courus. Chary était venu rejoindre sa sœur, qui était elle-même sur place. Des femmes n'hésitent pas à faire 1 heure de canot ou plus pour s'y divertir et à l'occasion faire des rencontres. Les maraudeurs, eux, connaissent des conditions beaucoup plus précaires. Ils dépensent l'essentiel de leur production pour couvrir leurs besoins essentiels. Ils agissent en solitaire, ils s'excluent de toute interaction sociale et concentrent leur énergie sur la recherche du métal jaune. Alors, toute cette sociabilité n'est pas exempte de tensions et de violences. Celle-ci préexiste à ces moments de réjouissance, la défiance envers le partenaire, la peur d'être volé, la crainte des pratiques magico-religieuses. L'alcool aidant, les ressentiments s'expriment, les rivalités contenues réapparaissent et les frustrations se libèrent au travers de coups et de blessures, voire même de meurtres. Ces hommes et ces femmes, pour la plupart analphabètes ou illettrés, sans compétences particulières, recréent à partir du métal jaune un univers économique et social qui constitue une véritable rupture dans le processus historique de la Guyane. Alors, de nos jours, nous avons ici ce qu'on appelle la base vie de cette élite, donc des orpailleurs légaux. Les orpailleurs légaux travaillent et vivent dans des conditions toujours rudes, mais néanmoins plus confortables que leurs prédécesseurs du premier cycle. Leurs logements sont en préfabriqué ou sont des carbets en bois individuels disposant d'un équipement électroménager, particulièrement pour le filtrage et la purification de l'eau. Les groupes électrogènes et les panneaux solaires assurent l'éclairage. Grâce aux satellites, les contacts par radio ou téléphone satellite avec l'extérieur sont plus faciles et plus réguliers. Une vie communautaire prend forme autour des repas qui sont collectifs
Les denrées proviennent certes du ravitaillement, mais aussi des abattis. Et sur place est prévu un équipement médical d'urgence. Alors ici, nous avons un camp d'orpaillage illégal. Les Garimperos sont à plus grande échelle les successeurs des maraudeurs. Ils sont essentiellement brésiliens et sont âgés entre 30 et 50 ans. Les femmes représentent un tiers de la population. Elles occupent les professions de cuisinières, de commerçantes et de prostituées. Alors, ces Garimperos se caractérisent par une très grande mobilité. Ils quittent le Brésil pour s'aventurer sur le plateau des Guyanes, donc le Guyana, le Suriname et la Guyane. La destination Guyane étant la plus séduisante, elle est riche en or et ils peuvent bénéficier de soins médicaux. Et même si c'est un territoire, donc la Guyane est fortement contrôlée par les militaires, la répression est ressentie comme moins violente par rapport à chez eux. La vie quotidienne des Garimperos s'organise autour de 2 espaces, ce qu'on appelle le campement ou baraco, qui est dédié au travail proprement dit. Construit dans une clairière ouverte à proximité d'une crique, sa localisation est temporaire puisqu'elle varie selon les rendements du site, les pressions des opérations militaires. Alors, dans le campement, on a un carbet principal qui rassemble la salle à manger et la cuisine. Les constructions sont sommaires, les charpentes sont en bois de la forêt et les murs et les toits sont des bâches en plastique. Le sol est en terre battue, soigneusement tenu propre pour éviter la présence des serpents, des scorpions et des araignées. Les ouvriers dorment dans des carbets qui peuvent être soit individuels ou qui peuvent accueillir 2 à 3 personnes ou qui peuvent être éventuellement destinés à un couple. Des petits jardins complètent l'ordinaire de la nourriture. Voilà. Alors, sur le campement vit le patron ou le gérant, 4 ou 5 ouvriers et la cuisinière. Donc, une vie communautaire s'impose à tous avec des règles bien établies. Douche obligatoire avant les repas, visionnage des telenovelas après le dîner, respect de l'intimité des autres, contrôle de l'intensité du bruit et interdiction de harceler la cuisinière. La cuisinière prépare les repas. Elle confectionne le déjeuner qui est livré sur le chantier. Outre ses compétences culinaires, la journée, en l'absence des hommes, elle joue le rôle de vigie qui surveille le camp. Elle repère les va-et-vient inhabituels. Elle garde le contact avec les autres chantiers par radio. Elle écoute la radio fonctionnant par ondes courtes. Elle lance les alertes concernant les opérations harpies. Contrairement à une idée reçue, la prostitution ne fait pas partie de ses compétences ni officielles ni officieuses, même si certaines la pratiquent. Pour éviter d'ailleurs les tensions entre les hommes, elle n'est guère autorisée. Souvent d'ailleurs, la cuisinière est en ménage, soit avec le patron, soit avec ou le gérant, ou encore un ouvrier. Alors, sur ces campements, les conditions sanitaires restent précaires. Le paludisme est endémique. La vie en forêt comporte des risques. J'ai parlé tout à l'heure du sol en terre battue qui était maintenu propre. Les morsures de serpents ou de chauves-souris, les piqûres d'insectes, les parasites intestinaux, les accidents de quad, tout ça fait partie du quotidien. L'isolement complique l'accès aux soins de santé et les Garimperos ont recours à des médicaments périmés ou falsifiés, à des cocktails médicamenteux détonnants, à des produits vétérinaires, le tout procuré par des colporteurs spécialisés. Ainsi, 10 comprimés de paracétamol valent 1 gramme d'or. Dans les cas les plus graves, l'évacuation sanitaire se fait vers Saint-Laurent ou Cayenne, souvent grâce à l'aide de sites miniers légaux qui donnent l'alerte. La consommation d'alcool est plutôt régulée en raison des menaces qu'elle fait peser sur la productivité et sur les risques d'accidents, tant matériels qu'humains. Les drogues telles que le cannabis, la cocaïne ou le crack sont présentes, mais de manière souterraine. Pour toutes ces raisons, la mort accompagne la vie quotidienne de ces personnes. Alors, le deuxième espace s'appelle la corrutelle. Alors, il est situé à une distance raisonnable du chantier. C'est un espace mixte qui combine à la fois des activités commerciales et les loisirs.
Alors, les carbets sont également sommaires. Ils abritent des magasins de vêtements, des salons de beauté, des restaurants, des ateliers de mécanique et même des bijouteries. Ils accueillent des cabarets réservés à la détente avec la consommation d'alcool et la prostitution. Alors, il y a 2 types de cabarets. Le cabaret ouvert qui se présente avec une piste de danse, avec des chaises et des tables autour de la piste de danse, ou bien les cabarets fermés en appartements séparés, réservés à des hôtesses dont le rôle est d'inciter les hommes à boire. Ces femmes sont en contrat avec l'exploitant. Elles sont logées et nourries, mais doivent rembourser les dépenses liées à leur venue, le prix du voyage, les accessoires nécessaires à leur activité, l'avance qu'elles remettront à leur famille. La prostitution peut être itinérante. Les femmes se déplacent en fonction de la demande ou de la quantité d'or en circulation. Elles conservent l'intégralité du prix de la passe, plus élevé en forêt et payé en or. Elles paient également un loyer pour l'appartement. Certaines femmes proposent leurs services, tandis que d'autres sont sollicitées. Contrairement à une idée reçue, alors toutes ces informations proviennent du travail de François-Michel Le Tourneau, qui a consacré une étude complète au Garimperos. Alors, contrairement à une idée reçue, la plupart font ce choix en toute connaissance de cause pour faire vivre leur famille. Les tensions et les risques sont récurrents. Interrogées, ces femmes invoquent prioritairement les maladies comme le sida, les grossesses non désirées, les braquages, les vols, les opérations harpies et secondairement les violences sexuelles. Les violences interpersonnelles, souvent d'ordre privé, font l'objet d'une résolution interne visant à rétablir l'ordre. Par contre, les attaques de bandes armées qui pratiquent le racket et usent de brutalité, torture et même exécution des récalcitrants pour empêcher toute forme de résistance. Ces opérations menacent à la fois les sites illégaux, tout comme les sites légaux. Et récemment, la FEDOMG a dénoncé l'usage d'armes de guerre et la prise en otage d'un hélicoptère. Face à ces violences, la religion tente de jouer au régulateur. Les églises évangéliques ont surclassé les églises catholiques et leurs pasteurs organisent des tournées régulières et activent les pratiques religieuses. Lecture collective de la Bible, groupe de prière, d'ailleurs souvent sous la direction de la cuisinière. Les garimperos aident à la construction du temple et certains pasteurs peuvent même s'installer à demeure et imposent le paiement d'une dîme payable en or. L'univers des garimperos est somme toute très différent de la réalité propagée dans les médias. C'est bien une société parallèle qui a été reconstruite avec des règles strictes s'imposant à tous dans une forêt amazonienne plutôt inhospitalière autour d'une activité entièrement illégale. Les garimperos y ont développé un mode de vie qui allie résistance et flexibilité, leur permettant, en dépit des difficultés et des obstacles, de poursuivre leur activité illégale sur le long terme. Dans la 3e partie de l'ouvrage, nous avons voulu montrer l'impact de l'exploitation aurifère avec la création d'un nouvel espace, avec l'impact sur les sociétés et les cultures autour de l'or, les impacts de l'exploitation sur l'environnement, la lutte contre l'orpaillage illégal et la réflexion qui doit avoir lieu aujourd'hui sur la place de l'orpaillage. Cette carte postale montre véritablement l'implication et l'installation par la toponymie des acteurs et des idées de ces acteurs. Alors, on trouve des placers qui portent les noms, par exemple, Saül, Melchior, Dorlin, Paul Isnard, les noms des inventeurs, mais qui portent aussi les noms de leur état d'esprit. Tarvenu, enfin, espérance, pas trop tôt, loupé, misère, ou au contraire de leur réussite, délice, félicité, million, trésor, paradis, ou tout simplement aujourd'hui de l'impact sur l'environnement. Vous avez des criques eau blanche, cacapoule, etc. L'exploitation des placers avait permis la création de villages à l'intérieur, comme Saül et Saint-Élie, mais a aussi facilité la renaissance et le développement des villages du littoral qui sont situés à l'estuaire des fleuves et qui servent de tête de pont vers l'intérieur, comme Mana et Regina,
Regina, par exemple, décrit par René Chadefar. Cette enveloppe postée à Saint-Élie montre, par son cachet, la création du territoire de Linini. Suite à l'importance de la richesse aurifère, en 1930, le territoire de Linini est créé et il découpe la Guyane en 2 colonies, à partir d'une ligne qui se trouve entre Saint-Laurent et Soka-Fesoka. En effet, la partie sud de cette Guyane échappe au débat et au contrôle du Conseil général et sous la direction directe du gouverneur. D'après les historiens Tabouillot et Dens Maurice, c'est au vu de l'abondance des ressources minières, agricoles et forestières et surtout de la certitude gouvernementale de l'inaptitude des populations à les mettre en valeur que le gouvernement a cherché à isoler cette partie du territoire en la mettant directement sur l'autorité du gouverneur et en y installant des pratiques administratives qui sont utilisées dans les colonies africaines. Au nom des libertés républicaines, les élus guyanais protestent contre l'existence de ce territoire qui va perdurer jusqu'en 1960. La recherche aurifère a reconstruit et a permis, si vous voulez, l'introduction dans l'intérieur du territoire des populations. Il y a donc eu la frontière s'est développée du nord au sud. Mais les frontières avec l'extérieur ont été obligées de se stabiliser. Depuis longtemps, des territoires contestés existaient entre la Hollande, la France, le Portugal, mais elles n'avaient pas beaucoup d'importance. Les frontières étaient fixées à un fleuve, dont l'origine du fleuve n'avait pas d'importance puisque seules les zones littorales étaient véritablement colonisées. Lors de la découverte de l'or, les richesses aurifères trouvées à la fois dans le territoire de Linini, à la fois dans le territoire du Karsewan et les ruées aurifères de milliers de personnes vont véritablement provoquer des rivalités. Les événements de Mapa en 1895, qui sont symbolisés ici par le tableau de Merwart, qui illustre la cérémonie qui aura lieu au cimetière de Cayenne lors de l'érection de ce monument, les événements de Mapa qui vont faire quelques dizaines de morts du côté brésilien, quelques dizaines de morts dans les soldats français, vont pousser les gouvernements à demander l'arbitrage. L'arbitrage du tsar pour le territoire de Linini en 1887 et l'arbitrage de la Confédération helvétique en 1900 va fixer les frontières de la Guyane au fleuve Oyapock, Maroni, et va permettre à ce moment-là à la Guyane de s'afficher officiellement dans l'espace américain comme un territoire dont les frontières sont stabilisées. Pourtant, ces frontières stabilisées sont avant tout des frontières qui sont extrêmement poreuses. Depuis les années 1980, quand on le disait tout à l'heure, le deuxième cycle de l'or, la Guyane subit l'arrivée de milliers d'orpailleurs brésiliens pour lesquels les frontières n'ont absolument aucune importance. Vous avez l'exemple là d'une photo aérienne qui montre le Maroni, frontière avec le Suriname, mais qui est avant tout une artère fluviale extrêmement active sur le haut Maroni, en face du bourg de Maripasoula, comme de la même façon à Camopi, en face de Camopi, s'est construit un village. Et là, c'est le village de New Albina, qui est relié par voie aérienne avec Paramaribo. Ce village s'est développé avec l'installation de commerçants chinois spécialisés dans le soutien logistique aux activités d'orpaillage, fourniture de produits alimentaires, de carburant, de matériel d'exploitation, de motopompes, de quads, de mercure, achat de la production de l'or, mais aussi maison close, transfert bancaire, enfin bref, tout ce qui est nécessaire aux orpailleurs à la fois illégaux et pour à la fois pour travailler, mais en même temps pour vivre. L'orpaillage a fortement marqué aussi la société guyanaise. On ne va prendre que deux exemples. L'exemple des bijoux. Alors, l'exemple des bijoux, d'abord, l'or va servir de monnaie d'échange, et puis et va donner naissance à une certaine prospérité économique artisanale.
Servant d'intermédiaire sur les placers de l'ouest de la Guyane, les Chinois vont prendre le contrôle d'une partie du trafic de l'or et de la bijouterie, comme l'a expliqué l'historien Vincent Hugues-Belrose. La créativité des artisans bijoutiers va s'afficher dans la confection de boucles d'oreilles, de pépites, d'épingles de cravate. Cette confection de bijoux va subir une influence parisienne avec la mode des camées, une influence chinoise avec l'introduction du grenat et les mélanges des différents ors, l'influence antillaise avec les colliers grains d'or, mais surtout va donner naissance à une particularité guyanaise particulièrement identifiable grâce au travail exceptionnel du filigrane. Alors vous avez là un carnet d'un bijoutier qui dessine ce qu'il va produire, et à côté un texte de Madame Klett qui explique comment on fabrique, comment son père, bijoutier, a fabriqué des bijoux en filigrane. Aujourd'hui, l'insécurité générale, le prix font que ce travail de l'or est certainement moins important, même si on trouve des bijouteries, par exemple, dans tous les sites clandestins. Alors, l'or va marquer le paysage avec des noms de rues, rue des Orpailleurs, rue des Mineurs, avec, par exemple, des quartiers, la cité de la Coulée d'Or. Je ne suis pas sûre que tous les jeunes ou moins jeunes qui passent ou qui prennent leur bus à la cité de la Coulée d'Or font le lien avec l'exploitation aurifère ou avec des romans, des films divers, mais on va passer. Alors, la différence avec le premier cycle de l'or, c'est que le deuxième cycle de l'or est marqué par la question de l'impact sur l'environnement, ce qui d'ailleurs projette une image négative de cette activité économique. Alors vous avez ici la une de France Guyane et une orthophotographie de la Direction générale des territoires de la mer qui mettent en exergue l'un des impacts de cette exploitation, qui est l'augmentation de la turbidité qui est liée justement à cette exploitation alluvionnaire. On considère par exemple que la turbidité du Maroni a augmenté de 239%. Alors ce problème de turbidité a un impact sur la biodiversité et modifie le cours des fleuves. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème qui touche, comme pour tout ce qui concerne l'orpaillage, que la Guyane, puisque tout le plateau des Guyanes est concerné. Un autre impact, c'est celui du mercure. Alors le mercure qui est essentiellement utilisé par les orpailleurs illégaux, puisque son usage est interdit pour les légaux. Par contre, au Suriname, elle est encore autorisée. Donc là encore, c'est une question qui concerne tout le plateau des Guyanes. Et ici, vous avez une affiche de l'ARS qui, justement, pour les communautés, conseille d'éviter les poissons. Et ici, vous avez le schéma qui montre les modes de transmission et de l'impact sur l'alimentation. Alors, un autre aspect négatif de cette exploitation, c'est l'insécurité. Ici, dans cette interview du procureur général, il met en avant ce qui accompagne l'orpaillage illégal, mais qui n'est pas intrinsèque à l'orpaillage illégal, c'est-à-dire l'existence de groupes mafieux qui vont profiter de cette activité, soit pour assassiner, puis pour voler en fait l'or. Et donc, cet orpaillage illégal va fomenter tout un ensemble de sicarios. Ici, il cite les sicarios. Pour lutter contre cet orpaillage illégal et ses effets, on a mis en place le protocole EMOPI, qui est ici, qui a 4 volets. D'abord, un volet répressif autour des opérations Harpie qui vont se développer, un volet diplomatique, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de lutter contre les trafics. Ensuite, un volet économique, occuper le terrain en diversifiant les activités, notamment sur l'écotourisme. Et enfin, un volet sanitaire et économique. Alors, pour montrer justement aujourd'hui la complexité de la mise en place d'une activité aurifère et les problèmes qu'elle pose, et justement l'opposition entre une population et la classe politique, c'est le cas du projet Montagne d'Or, où on a
Alors, c'était un projet industriel d'or primaire au nord à Saint-Laurent. Le projet avait le soutien de toute la classe politique par rapport à la création d'emplois et aux retombées économiques. Et très vite, on a des groupes, des collectifs, des partis écologistes qui s'y opposent. Et lors du débat public, il y a une opposition. Finalement, ce projet a été plus ou moins abandonné. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle de l'utilisation de l'or et de son avenir. Il y a eu 3 rapports qui montrent l'importance. Le premier rapport en 2000 de Madame Taubira. Ensuite, celle de 2 députés, dont Monsieur Serville et Lénaïque Adam, et le dernier en cours qui est un inventaire de la portée de l'or et de son poids économique. Alors, en conclusion, depuis 1946, la Guyane est en quête d'un développement introuvable. Avec une économie de comptoir, un taux de chômage supérieur à 25% et une démographie dynamique, la Guyane peut-elle se passer de cette ressource aurifère pour essayer de sortir de l'enlisement économique chronique qui est le sien? N'est-il pas temps de clarifier les enjeux en récusant l'amalgame entre l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal? N'est-il pas temps de revaloriser cette activité productive en mobilisant tous les niveaux de formation pour favoriser des compétences dans cette filière? N'est-il pas temps de cesser de réduire cette activité à un problème d'insécurité ou à des risques pour l'environnement? Le temps n'est-il pas venu, enfin, que cette question éminemment politique trouve enfin une réponse politique? Pour conclure, nous allons remercier tous ceux qui ont pu nous aider dans la confection de cet ouvrage. D'abord, bien entendu, la CTG, son président, ses vice-présidents et son président, M. Serville, de même que ses prédécesseurs, M. Alexandre, M. Karam, qui n'était pas président de la CTG, mais qui, au niveau de la région, nous a toujours soutenus dans toutes les opérations vis-à-vis des scolaires. Les archives territoriales de Guyane, dans lesquelles nous avons beaucoup travaillé avec son directeur, M. Reich, mais aussi tous ceux qui travaillent et qui ont été qui nous ont aidés très largement. Le musée des cultures et sa directrice, Mme Jean-Louis, le service du patrimoine et son directeur, M. Christian Sarge, la FEDOM Guyane et sa présidente, la société Mines et Avenir et son directeur, l'état-major de lutte contre l'orpaillage et la pêche illégale et son directeur, M. Ripper, le BRGM, mais aussi des scientifiques, des historiens, des géographes comme M. Calmont, M. Epailly, M. Arnaud Heuré, géologue, M. François-Michel Le Tourneau, qui a été véritablement notre source presque unique, pas tout à fait, mais quand même, notre source extrêmement importante sur l'orpaillage illégal, M. Piantoni. Nous adressons aussi nos remerciements à nos amis Jean-Pierre Bacol et Paul Champestin, à nos colistiers auteurs, c'est-à-dire Mme Alexandre, M. Guyot et Mme Latidine, et surtout à tous les enseignants qui, nous l'espérons, s'empareront de ce sujet et pourront travailler avec leurs élèves là-dessus. Merci de votre attention.